Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les ex-rebelles du Nord Mali qui refont parler d'eux en changeant de nom. Comment comprendre ces stratégies de ceux dont on n'entendait plus parler depuis la reprise en main de la ville de Kidal par l'armée malienne et le groupe paramilitaire Wagner? Décryptage à suivre dans ce journal. Fin de campagne électorale au Togo, législative et régionale prévue ce lundi 29 avril sur fond de changement de constitution. Silence électoral ce dimanche, nous irons sur place dans ce journal. Et nous recevons une pépite à 22 ans. Il est l'auteur d'un premier roman magnifique, lauréat du prix Voix d'Afrique RFI. Et Jean-Claude Lattès, Nassimon Falé nous présente Ces soleils ardents, un roman d'initiation bouleversant sur la jeunesse ivoirienne. On ouvre ce journal par les ex-rebelles du Nord Mali qui viennent de changer de nom officiellement. On n'entendait plus parler d'eux depuis que l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont repris de leurs mains en novembre 2003 la grande ville du nord de Kidal. Le cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité et le développement devient le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Décryptage de notre correspondant régional Serge Daniel. À la recherche d'un nouveau souffle, l'ex-rébellion du nord du Mali à dominante touareg a, si vous permettez l'expression, changé de fusil d'épaule. Le nouveau mouvement politico-militaire s'appelle désormais Cadre stratégique pour la défense des peuples de l'Azawad, CSD-DPA. Objectif non seulement prendre sa revanche à Kidal, localité du nord du Mali, où il était défait en novembre 2023 par l'armée malienne et par le groupe paramilitaire russe Wagner, mais l'autre objectif est de rassembler davantage, rassembler large contre la junte malienne. Le président en exercice du nouveau mouvement politico-militaire s'appelle Bilal Aga Chérif, c'est un Touareg, mais un Touareg indépendantiste, il est classé parmi les faucons des rebelles, et c'est peut-être une indication pour dire désormais notre principale revendication ne sera plus le développement, la demande de développement de la région, de nos régions du nord du Mali, ou encore demander par exemple une décentralisation plus poussée, mais carrément demander plutôt l'indépendance de plusieurs régions du nord du Mali. La junte à Bamako, on le sait, a déjà dénoncé les accords de paix d'Alger signés avec les rebelles. Les rebelles s'étaient déjà retirés, eux, de leur côté de l'accord. Les observateurs sur le terrain craignent une possible reprise des hostilités, surtout que les rebelles présents dans des pays voisins du Mali semblent se préparer. Après le Niger, les États-Unis ont annoncé le retrait de leurs soldats du Tchad. Ils sont environ une centaine sur place dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Une information sur laquelle, évidemment, on reviendra plus tard. On passe à la fin de la campagne togolaise avec ce silence électoral prévu ce dimanche. Le scrutin législatif et régional étant prévu pour le lundi 29 avril. Leur particularité, c'est que le changement de constitution du pays intervient en pleine élection électorales. Ces législatives sont couplées avec les régionales, vous le savez, en vue de l'élection des sénateurs. Reportage. Une fois que le président de la République du Togo promulguera la nouvelle constitution qui instaure un régime parlementaire, ces élections législatives auront valeur d'une présidentielle. À l'issue du scrutin, c'est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui détiendra le pouvoir exécutif. Cette fois-ci, une frange de l'opposition prend part à la compétition, mais le parti présidentiel et ses alliés mettent tout en œuvre pour conserver leur majorité absolue à l'Assemblée. Dans notre milieu, on vous appelle la citadelle imprenable. Avec le président fort au pouvoir, donc avec le grand parti uni au pouvoir, le Togo est stable. Nous vivons dans un pays de paix et de cohésion sociale. Et ça, c'est très important, c'est la base. C'est la base parce que la paix est une grande richesse qu'on n'achète pas sur les marchés. Les députés, dont le mandat s'est achevé début janvier, ont voté ce changement de constitution en pleine période électorale. Les 9 partis d'opposition qui participent à ces élections tentent de les transformer en un référendum contre la nouvelle loi. Nous voulons voter pour changer les choses. Le mot d'ordre de protéger le vote qu'on aura émis, il est compris.
et nous sommes sûrs qu'il sera suivi, que tous les électeurs vont se comporter comme des petits soldats. 7 autres partis d'opposition sont absents de ces élections parce qu'ils dénoncent, comme ceux qui participent, le manque de fiabilité des scrutins. Les élections au Togo, c'est un artifice que le régime brandit pour que la communauté internationale pense que le pays est en démocratie. En réalité, le régime se maintient au pouvoir par la fraude électorale, par la manipulation de la Constitution et aussi par une répression contre toutes les contestations. La CEDEAO, l'Union africaine et l'OIF envoient des observateurs. Mais la plus grande organisation nationale d'observation, le Conseil Justice et Paix de l'Église catholique, n'a pas été autorisé à se déployer. L'opposition et la société civile ont saisi la CEDEAO pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution. De plus en plus de voix s'élèvent en Éthiopie pour réclamer la fin des violences en région d'Amara. Après le déplacement de plus de 50 000 personnes à la suite des combats entre les forces Amara et tigréennes dans le nord du pays, les heurts ont eu lieu sur un territoire disputé depuis longtemps par les deux régions. Les explications de Clotilde Hazard. C'est donc au tour du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, d'appeler à l'arrêt des hostilités en région Amara. Plusieurs ambassades en Éthiopie, dont la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, s'étaient déjà jointes la semaine dernière pour exprimer leurs inquiétudes concernant le conflit et ont appelé à la désescalade. Plus de 50 000 personnes ont été déplacées de force à cause de combats entre les forces Amara et tigréennes la semaine passée dans la ville d'Alamata et ses environs au sud de la région du Tigré. Les personnes se sont déplacées dans les villes voisines de Sekota et Kobo dans des conditions humanitaires alarmantes selon les Nations Unies. Des milliers de femmes et d'enfants y ont besoin d'une aide urgente. Il est difficile de déterminer la nature réelle des événements car Internet est coupé dans la région et les journalistes ne sont pas autorisés à s'y rendre. Ce que l'on sait, c'est que cette région est disputée depuis longtemps par le Tigré et l'Amara, que ce district était tigréen avant que les forces Amara ne s'y installent pendant la guerre en 2020 et y mettent en place leur propre administration. Les récents combats font suite à la décision du gouvernement régional tigréen de démanteler cette administration Amara, ce qui est prévu par l'accord de Pretoria. Cet accord signé entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré a mis un terme à la guerre du Tigré en novembre 2022. Il prévoit le désarmement des combattants, leur réhabilitation et le retour des personnes déplacées. Un programme encore loin d'être terminé, comme le montrent ces récents événements. La mauvaise nouvelle, pour la culture, c'est l'annulation de la 15e édition de la Biennale de l'art contemporain de Dakar. C'est le rendez-vous le plus important sur le continent africain qui concerne l'art contemporain et devait se tenir du 16 mai au 16 juin. La manifestation est reportée au 7 novembre pour cause de manque de financement. Notre correspondant sur place, Elie Mandao, nous en dit plus. Les autorités sénégalaises justifient le report de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar qui devait se tenir au mois de mai par des contraintes sur le plan national et international. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports a voulu réaffirmer la volonté du Sénégal d'organiser cet événement dans des conditions optimale. Ce report, cependant, chamboulait le programme, la préparation des artistes qui devaient exposer dans cette biennale, notamment ceux de l'exposition principale, à l'image de Made in Pixel, un artiste sénégalais. Je vous propose de l'écouter. Tout artiste, je pense, on est déçu. J'espère que ce n'est pas un gros mot. Beaucoup sont mécontents. Mais beaucoup d'entre nous aussi sont résilients. Les amateurs d'art africain contemporain, de leur côté, pourraient profiter du off de la Biennale qui, de son côté, aura bien lieu à partir du mois de mai, qui sera un avant-goût du Dakar 2024, qui se tiendra en fin d'année du 7 novembre au 7 décembre. On passe à notre invité culture de ce soir, qui est la preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années. Notre invité est un Ivoirien de 22 ans et il vient de remporter le prix Voix d'Afrique organisé par RFI et Jean-Claude Lattès pour un magnifique premier roman. C'est Soleils ardents. Bienvenue chez vous,
Nansomon Fallé, au JTA de France 24. Bienvenue. Merci. Alors, avant de parler du livre et de comment il est né, parlons un petit peu de vous. D'où vous vient ce désir d'écrire? Alors, moi, l'écriture, c'est une longue histoire d'amour et de désamour. J'ai commencé à écrire à l'adolescence. D'abord par désir de raconter des histoires, parce que je m'intéressais au cinéma, à la bande dessinée, à la littérature dans une moindre mesure. Mais mon amour pour la littérature est venu un peu plus tard, parce que j'ai été introduit à la lecture par mon grand-père. Et depuis lors, ça a été une aventure de découverte, que ce soit d'auteurs étrangers ou d'auteurs de mon pays. Et donc, j'arrive à l'écriture un petit peu grâce au Prix Voix d'Afrique. Ah, bah justement, Oui. c'est vrai, cette histoire. On nous dit que vous avez décidé, justement, en voyant votre compatriote, qu'on a reçu ici, à votre place d'ailleurs, Oui. Yaya Diomandé, premier lauréat à Bobo Marley, avec son livre à Bobo Marley, c'était en 2020. Est-ce qu'il vous a vraiment inspiré, donné envie d'envoyer vous aussi d'écrire votre roman? Alors, j'écrivais déjà un petit peu avant. J'ai écrit sur Facebook, sur Wattpad, etc. Donc, des petits textes qui n'étaient pas vraiment taillés pour un concours. Mais lorsque je reçois l'annonce du premier concours, du premier appel à manuscrit, j'ai tout de suite l'envie de participer. Et malheureusement, avec les délais et tout, j'y arrive pas, mais le temps faisant, j'arrive à la fin de ce manuscrit. Mais comment ne pas vous dire que je suis heureux de voir qu'un compatriote ivoirien remporte la première édition. Ça a été une source de motivation supplémentaire pour moi, pour me pousser à continuer sur cette voie. Eh bien, vraiment, vous avez bien fait parce que ce roman est vraiment magnifique. Donc, à l'intérieur, il y a deux personnages principaux, Hiro et Thierry, deux jeunes qui viennent de milieux différents et qui se retrouvent à l'université Houphouët-Boigny, donc à Abidjan. Leur histoire permet aussi, en creux, de dresser un état des lieux de la jeunesse, justement, ivoirienne, entre espoir, rêve de succès et désillusion. Est-ce que c'est ça que vous vouliez faire aussi ? Oui, mon intention première était de raconter la jeunesse ivoirienne et africaine plus largement. Donc à travers ce portrait de ces deux amis, donc Hiro et Thierry, qui rêvent, qui ont beaucoup de projets, mais qui se retrouvent dans une situation qui font qu'ils sont limités. Et je voulais parler de ces doutes, de cette incertitude-là qui peut arriver lorsqu'on est dans cette période un peu trouble entre l'enfant et l'adulte, où on se cherche, on essaie de se réaliser, on n'a pas forcément de repères. Et c'est quelque chose que j'ai vécu très brièvement à travers mon passage à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai rencontré des gens incroyables, formidables, qui avaient des rêves. Et c'est ce portrait-là que j'avais envie de dresser. Et alors, quel est votre message, justement? Parce que, justement, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, le livre est quand même positif, alors qu'il y a des moments pas très faciles pour chacun d'entre eux. Quel est votre message? Le message, c'est la résilience. C'est la résilience, c'est la combativité, c'est la force d'aller chercher ses rêves quand tout nous dit que c'est impossible. Tu as deux jeunes qui se battent avec les influences de la société, de leur père, pour se dresser, pour se construire eux-mêmes avec leurs propres rêves. Ouais. Pour moi, c'est le plus important. Ah bah, je vous suis absolument. C'est Soleils Ardents, c'est publié, c'est Jean-Claude Lattès, à lire absolument. Prix Voix d'Afrique 2024, Nansomon Fallé. Merci beaucoup d'être venu Merci dans le JTA. Et on se quitte avec un conseil culturel de ce vendredi. Vous la connaissez peut-être comme présentatrice aujourd'hui. Elle est chanteuse. Et les chanceux qui seront au Cameroun pourront l'écouter à l'Institut français. Il s'agit de Karine Giok qui chante Nina Simone. Ce dimanche, elle sera à Douala. Allez-y, l'entrée est libre. On se quitte avec Put the Spell on You. Et donc, c'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, je voulais le dire, de Bundunku à Abidjan, en passant par Abouasso et Daloa. C'est ça. Daloa. Restez avec nous car l'actualité continue. On se quitte sur Put the Spell on You parce que, évidemment, c'est envoûtant. Ce roman est envoûtant. Merci beaucoup. Merci à vous, Fatima. Merci. Put a spell on you because you're mine, because you're mine, because you're mine. I put a spell on you because you're mine, because you're mine, because you're mine.